Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances de la République du Niger, Ali Mohamed Lamine Zein, est à Alger pour une visite officielle à la tête d'une importante délégation ministérielle. Il s'est entretenu ce matin avec le Premier ministre Nadir Al-Arbaoui. Des entretiens élargis aux délégations des deux pays. 9 directeurs d'unités industrielles ont été installés hier à l'issue de la cession de la société holding Agrodiv qui vise l'éradication de la corruption et la réaffectation des biens acquis de façon illégale, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. À l'étranger, les forces d'occupation sionistes ont une nouvelle fois donné de nouveaux ordres d'évacuation aux Palestiniens des zones du nord de Gaza, la 10e fois en seulement un mois. Ces ordres interviennent alors que l'entité sioniste continue de pilonner le territoire. Une immersion à la fin du journal dans le monde fantastique de la biodiversité marine à la station expérimentale des ressources halieutiques de Bnissa Fine Motion. Cet établissement historique et scientifique reçoit des chantiers scientifiques pour la promotion et la recherche scientifique. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Nadir Al-Arbaoui s'est entretenu avec le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances de la République du Niger, Ali Mohamed Lamine Zein, en visite officielle à Alger depuis hier. Des entretiens élargis aux délégations des deux pays. Et au sanctuaire du Martyr, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances de la République du Niger, Ali Mohamed Lamine Zein, accompagné du ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, a déposé une gerbe de fleurs avant d'observer une minute de silence devant la stèle commémorative des glorieux Chouhada de la révolution de novembre 1954 et de réciter la Fatiha. Le Premier ministre nigérien a été accueilli hier soir à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Nadir Al-Arbaoui qui était accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger Ahmed Attaf, du ministre de l'énergie et des mines Mohamed Arkab, du ministre du commerce et de la promotion des exportations Taïb Zitouni et du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Mohamed Salah Ben Bisha. Pour permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral dans les meilleures conditions et selon des procédures organisationnelles rigoureuses, les délégations de l'autorité nationale indépendante des élections à travers le pays poursuivent leurs préparatifs intensifs pour réussir les prochaines élections présidentielles. Mina Larej et Marim Damis. Dans les bureaux de la délégation wilayale de l'autorité nationale indépendante des élections à Béchar, tout le monde s'investit avec rigueur pour assurer la réussite des élections présidentielles. Les membres des comités communaux finalisent avec soin la liste des encadreurs des bureaux accrédités. La commission de wilaya de Beni Ouenif s'est déplacée à Béchar pour l'encadrement des bureaux. Ici, les cartes d'électeurs sont imprimées puis distribuées aux communes, tout en veillant à rectifier les erreurs survenues lors de l'inscription des électeurs. Nous corrigeons les erreurs transcrites sur les cartes d'électeurs. Toutes les facilités sont mises en place pour assurer le bon déroulement de l'opération. Je demande à tous les citoyens âgés de 18 ans de se rendre au bureau de vote le jour J. Avant le début de la campagne électorale, la délégation wilayale de l'ANI à Béchar a mis à disposition des candidats à la présidentielle 20 espaces de rassemblement et plus de 90 panneaux publicitaires à travers toute la wilaya.
La Maison de la Culture fait partie des salles programmées pour accueillir les meetings prévus pour la campagne électorale. Elle est dotée de tous les moyens techniques nécessaires. Nous veillons à fournir tous les moyens humains et matériels en matière de santé, de restauration et de transport pour assurer le bon déroulement de la campagne électorale. Grâce à ces dispositions organisationnelles, la délégation wilayale de l'autorité nationale indépendante des élections à Béchar compte garantir la transparence et l'intégrité de ces élections. Et à l'approche du lancement de la campagne électorale, la radio nationale finalise les préparatifs pour garantir une couverture impartiale et équilibrée des candidats auxquels un espace d'expression libre a été réservé, tout en adaptant le contenu pour sensibiliser et informer sur ce rendez-vous électoral important. Aya Daouf Majda Djahmoun. Les derniers préparatifs battent leur plein dans les studios de la radio nationale dédiés à l'espace d'expression libre. Techniciens et ingénieurs vérifient minutieusement les équipements et le matériel. Tout a été mis en œuvre pour assurer une couverture équitable et objective de la campagne électorale, garantissant un temps d'antenne équilibré pour chaque candidat. Les enregistrements passent par le réseau Netia. C'est un logiciel software qui sert à enregistrer les déclarations des candidats. Ce contenu sera ensuite envoyé directement aux studios principaux. La radio nationale a consacré 3 plages horaires quotidiennes d'expression libre. Chaque candidat aura droit à 6 minutes de parole. La diffusion se fera sur les ondes de la chaîne 1, 2 et 3 et nous avons consacré le même espace sur la chaîne Jilafam. Des reportages et des émissions rythmeront les ondes de la radio nationale. Une équipe médiatique complète est mobilisée pour transmettre l'information et couvrir les programmes des candidats tout au long de la campagne électorale. La chaîne 1 a préparé cet événement bien avant son lancement en définissant les différents sujets importants pour accompagner ce rendez-vous électoral. Et ce, en adaptant tous nos programmes à ce rendez-vous politique crucial. تكييف جميع البرامج مع أو مختلف هذه البرامج مع هذه المحطة السياسية الهامة. Des émissions spécialisées sont au menu pour accompagner ces élections présidentielles, en plus des débats et reportages avec les coordinateurs de l'ANI dans toutes les wilayas du pays. Nous avons 2 émissions avec 2 constitutionnalistes pour éclairer nos auditeurs sur le processus électoral. Lorsque les candidats se trouvent dans d'autres wilayas, la couverture est assurée localement par les journalistes des stations de radio locales. De plus, la couverture est également assurée par les journalistes des stations nationales qui accompagnent les candidats. La radio nationale, porte-voix des citoyens, est un lien entre les électeurs et les candidats en diffusant leurs programmes électoraux. La radio accompagnera ainsi le processus électoral jusqu'à l'annonce des résultats de l'élection présidentielle. Suite à la réunion du Conseil des participations de l'État tenue le 5 août dernier et consacrée au règlement définitif du dossier des biens immobiliers confisqués par des décisions définitives de justice dans le cadre de la lutte contre la corruption et le transfert de propriété au profit d'entreprises publiques économiques, le secteur agricole a bénéficié de 3 entreprises dont les actes de transfert ont été signés avec les services du domaine national pour leur mise en exploitation effective. Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans la production de viande blanche et d'œufs dont la propriété a été transférée au groupe agro-logistique Agrolog, d'une entreprise spécialisée dans la production de fromage qui a été rattachée au groupe Giplé et d'une entreprise de production d'huile d'olive qui relève désormais de l'entreprise de développement des cultures agricoles stratégiques. Cette réaffectation illustre la volonté de l'État à booster le secteur agroalimentaire avec des emplois directs et indirects, de la croissance et d'une économie diversifiée. Plus de détails avec Yannis Saïd Belkacem.
La société holding Agrodiv a tenu hier une session clé sur la réaffectation des biens confisqués dans le cadre de la lutte contre la corruption. Cette initiative vise le règlement définitif du dossier des biens immobiliers et mobiliers confisqués par des décisions définitives de justice dans le cadre de la lutte contre la corruption et le transfert de propriété au profit d'entreprises publiques économiques. 9 directeurs d'unités ont été installés à l'occasion. 9 responsables ont été installés, notamment au niveau de la société Ben Amr, la société Captain, la société, une société de crème et de glace, donc, et une autre société qui s'occupe justement des conserves, qui produit des conserves de thon et de sardines. Ce plan s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État visant à éradiquer la corruption et la réaffectation des biens acquis de façon illégale, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. Vous savez que le domaine de l'agroalimentaire est vaste et donc est stratégique. Donc nous nous attelons justement à développer encore davantage justement nos affaires, développer davantage justement notre production, améliorer notre qualité, être présent sur le marché national et aussi sur le marché international pour certains produits. Donc là, avec l'acquisition de ces actifs-là, pratiquement l'entreprise va encore accroître son chiffre d'affaires et dégager encore de meilleurs résultats pour pouvoir encore développer davantage justement ce groupe-là. Ces réaffectations illustrent la volonté de l'État à booster le secteur agroalimentaire avec des emplois directs et indirects, de la croissance et une économie diversifiée. Le nombre des travailleurs qui sont déjà opérationnels, il s'élève pratiquement à 2500 personnes et nous comptons justement réintégrer les autres travailleurs pour les autres unités pour, à partir de la semaine prochaine, justement, et prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir relancer l'activité au niveau de ces entités-là. La récupération de ces biens immobiliers et mobiliers confisqués marque un tournant décisif dans la lutte contre la corruption et la relance notamment du secteur agroalimentaire en Algérie. L'actualité à l'étranger à présent, le mouvement palestinien de résistance Hamas a réclamé hier la mise en œuvre d'un plan présenté par Joe Biden pour une trêve à Gaza plutôt que de mener plus de négociations à l'heure où des habitants fuient en masse Khan Younes dans le sud du territoire où l'entité sioniste poursuit ses attaques contre les civils. Cet appel intervient au lendemain d'un raid sioniste sur une école considérée comme l'un des plus meurtriers depuis le début de l'agression sioniste dans la bande de Gaza. Des scènes choquantes et terrifiantes, révélant une brutalité sans précédent perpétrée contre les civils palestiniens. Après l'attaque génocidaire contre l'école Al-Tabi'in au quartier Al-Daraj, les familles palestiniennes sont contraintes pour une énième fois de quitter leur maison, transformées déjà en champs de ruines. Les forces d'occupation sionistes ont une nouvelle fois donné de nouveaux ordres d'évacuation aux Palestiniens des zones du nord de Gaza, la 10e fois en seulement un mois. Ces ordres interviennent alors que l'entité sioniste continue de pilonner la bande de Gaza. Nous sommes fatigués d'être une nouvelle fois contraints de quitter nos maisons. Nous sommes obligés de marcher entre 80 et 100 km pour quitter la zone car l'occupant sioniste va continuer ses bombardements. Évacués pour aller où? Dans toute l'enclave palestinienne, il n'y a pas un seul endroit sûr. Des milliers de Palestiniens se déplacent vers l'inconnu, privés de tout. Cela fait quelques jours que nous avons dû quitter nos maisons. Voilà qu'on nous ordonne de partir encore. Nous ne savons pas où aller. L'occupant sioniste nous a donné un délai de 5 minutes pour quitter un rayon de 80 km. Ces nouveaux massacres interviennent au moment où les forces d'occupation sionistes continuent de pilonner la bande de Gaza. Les agences humanitaires des Nations Unies font état d'un niveau élevé de détresse, d'agonie et de souffrance des enfants dans les hôpitaux de Gaza, soumises depuis 10 mois à une sauvage agression sioniste. Et pour rappel, l'Algérie a demandé la convocation d'une réunion publique d'urgence au Conseil de sécurité pour demain, consacrée au dernier massacre sioniste perpétré contre une école abritant des déplacés dans la bande de Gaza qui a fait au moins 100 martyrs.
3 Libanais sont tombés en martyrs hier dans de nouvelles frappes de l'armée d'occupation sioniste, prenant pour cible plusieurs positions dans les villes sud du pays, dans la localité de Beit de Taïba et celle méridionale de Beit Lif. Et puis ce rapport de la FAO qui met le doigt sur les difficultés économiques du Maroc post-Covid et leurs conséquences alarmantes sur les Marocains à revenus moyens et faibles. Le document évoque notamment une chute de la disponibilité alimentaire pour plus de 2 millions de personnes, hausse de la faim et les importations alimentaires coûteuses également. Les détails par Yamina Saïch. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, relayé par des médias marocains, les dernières années ont révélé des tendances inquiétantes qui affectent la vie quotidienne de la population aux revenus moyens. La grave crise d'inflation que traverse le pays a non seulement réduit le pouvoir d'achat, mais également entraîné une augmentation préoccupante de la sous-alimentation qui touche aujourd'hui près de 2,6 millions de personnes. Une hausse dramatique qui a commencé avec l'arrivée de la pandémie de Covid-19 en 2020. La hausse du coût des biens de consommation et de l'alimentation n'a pas seulement réduit les revenus disponibles des Marocains, mais a aussi entraîné une hausse de la sous-alimentation chez les plus défavorisés, entraînant le déclin de l'apport quotidien moyen en protéines animales. Les Marocains ont vu leur ration de viande, lait, poissons et œufs baisser sensiblement durant les 4 dernières années. Face à ces défis croissants, le gouvernement marocain est confronté à une situation difficile. Alors que la population continue de croître, les terres agricoles disponibles n'ont pas suivi la même cadence depuis 1979. De plus, l'économie du pays, largement dépendante des exportations agricoles pour les devises, doit également faire face à la pression des importations massives d'énergie et de denrées de base, notamment le blé, l'huile, le sucre et le lait. Ces enjeux complexes nécessitent des solutions urgentes pour éviter une détérioration supplémentaire de la situation socio-économique désastreuse. L'actualité marquée également par la remise en service officielle de la ligne ferroviaire de transport de voyageurs entre l'Algérie et la Tunisie. La relance de cette ligne contribuera à accroître la mobilité des citoyens des deux pays et à y relancer la dynamique économique. Walid Yousfi. Après 3 décennies d'absence, la ligne ferroviaire reliant l'Algérie et la Tunisie reprend du service. Dans cette station de Sogaras, plusieurs dispositions douanières et sécuritaires ont été prises pour faciliter le transport des voyageurs et la commercialisation des billets. Les habitants de Sogaras ont salué cette initiative. Cela permet de dynamiser cette ligne ferroviaire ainsi que la ligne de Sogaras en liaison avec d'autres wilayas, en particulier à Naba. Les citoyens peuvent donc se déplacer en utilisant ce moyen en toute tranquillité. Après avoir réglé toutes les procédures techniques et commerciales nécessaires, le train s'est remis en marche en direction de la capitale tunisienne. Premier arrêt de l'autre côté de la frontière, Raddima. C'est une initiative longtemps attendue par le citoyen algérien. C'est un atout aussi bien pour les familles algériennes que tunisiennes et les prix sont raisonnables. Le trajet entre l'Algérie et la Tunisie était appréciable. Cette ligne ferroviaire permettra, selon moi, de renforcer les liens entre les deux peuples. Après une attente de 30 ans de la part du peuple algérien et tunisien, cette ligne ferroviaire reprend de plus belle et ce, grâce aux efforts de la Société nationale des chemins de fer tunisiens et son homologue algérienne. C'est le début d'une longue liste de projets entre les deux pays. Une initiative qui incarne donc la volonté politique des deux pays de renforcer davantage leurs relations et la coopération dans différents domaines. Immersion pour terminer dans le monde fantastique de la biodiversité marine. C'est à la station expérimentale des ressources halieutiques de Bnissaf, à Ain Mouchent, que nous nous rendons. Cet établissement historique et scientifique reçoit des chantiers scientifiques pour la promotion de la recherche. Saïda Mayouf nous fait visiter les lieux.
La station expérimentale des ressources halieutiques dite aquarium de Benissaf à Ain Timouchent demeure un véritable chef-d'œuvre en forme de bateau renfermant en son sein différentes espèces marines exceptionnelles. Un patrimoine historique et scientifique dont la création remonte aux années 50. C'est une annexe du Centre national de recherche et développement de la pêche et de l'aquaculture de Bousmaïl. Elle est datée de 1956. Les prérogatives de la station, c'est la recherche scientifique, les études sur le milieu marin et les milieux continentaux, tout ce qui touche la biologie marine et continentale. Notre principal objectif, c'est l'accompagnement scientifique, technique pour les professionnels, les étudiants, les universitaires. Et justement, s'agissant des visites pédagogiques estudiantines, un groupe d'étudiants de l'École supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral d'Alger se trouve être sur le terrain pour un chantier scientifique. Amélioration des connaissances sur la biodiversité marine oblige. Nous avons ramené les étudiants d'Alger de l'ENSS MAL pour pouvoir leur montrer, les sensibiliser un petit peu sur le travail sur terrain, leur donner une idée approximative des différentes difficultés qu'ils peuvent rencontrer lors des sorties sur terrain, pour les sensibiliser un petit peu aussi sur les différentes activités qu'ils puissent faire après avoir finalisé leur soutenance, etc., leur ingénierat. J'ai été intéressée par les espèces exotiques qui existent au niveau des aquariums et on m'a donné une réponse assez favorable par rapport à ça. On n'a pas la chance d'être chaque jour dans de tels milieux, dans de tels endroits, donc on profite un maximum pour récolter le plus d'informations possible et connaître et apprendre plus sur nos spécialités. C'est un chantier qui nous permet d'avoir de l'expérience et de connaître le milieu professionnel avec des gens super expérimentés. Et ça nous a permis de connaître le véritable sens du terrain. L'aquarium s'est doté récemment d'un équipement ultra sophistiqué à même de promouvoir la recherche scientifique et accroître les connaissances sur l'écosystème marin. Benissaf est une ancienne station qui a acquis non seulement de l'expérience, mais aussi elle est au niveau de la côte ouest algérienne, leader depuis plus de 70 ans. Sa plus-value, c'est-à-dire qu'elle représente déjà un rayonnement au niveau de Benissaf, mais aussi au niveau de la côte ouest algérienne, pour les pêcheurs, pour les aquaculteurs. Donc les professionnels de la mer qui veulent avoir une précision sur un certain nombre de ressources, pour les investisseurs qui veulent investir dans l'économie de la mer, dans l'économie bleue qu'on appelle maintenant. Devenu une attraction éducative mais également touristique, cet établissement abritant la faune aquatique reçoit des populations tout âge confondu afin de se plonger dans un monde sous-marin à ravir. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.